Et on voit là qu'il y a un véritable levier d'action sur la question de l'eau parce qu'il y a beaucoup de plans d'eau sur lesquels intervenir à l'avenir. On va revenir dans la sphère des citoyens que l'on souhaite encore et toujours embarquer dans la vaste transition qui nous mobilise avec cette dernière thématique, concertation citoyenne pour agir. On va voir là de quelle manière un besoin du territoire peut amener à la co-construction d'un projet. C'est le sens du projet de recherche fractale, comprendre la transition écologique par le travail et les ressources. Et on reste, comme on l'a dit, du côté du Pays Basque avec vous, Pierre-Michel Etcheverry. Vous pouvez nous rejoindre. Et je crois que tout à l'heure, Benjamin Thiel et Armel Gomez vous rejoindront. Vous êtes conseiller municipal de Mendit. C'est pas très loin de Mauléon-Lichard, si je ne me trompe pas. C'est ça. Voilà, donc c'est du côté de la Soule. Et vous êtes aussi ambassadeur climat pour la Soule au sein de la communauté d'agglomération Pays Basque. Et vous allez nous poser un peu le contexte de ce territoire et ce que vous avez mis en place pour accompagner les citoyens dans les changements. Merci pour toutes les précédentes interventions. Je me sens un peu comme un poisson dans l'eau avec le sujet précédent. Et je suis originaire d'Andaille et je travaille depuis 10 ans sur la laine. Donc voilà, moi, il y a un lien parfait sur la Tous les sujets étaient faits pour vous. C'est parfait. Je reconnais quelques personnes à qui j'ai bossé sur la laine il y a quelques années. C'est parfait. Je vais vous décrire un petit peu la Soule, qui est une partie du Pays Basque. Donc je suis conseiller municipal. Je vis depuis 15 ans en Soule. Je suis donc originaire d'Andaille et donc ça m'octroie un œil un peu extérieur aussi par rapport à la Soule que j'ai pas connue depuis toujours et du coup avec quelques éléments de comparaison par rapport à d'autres territoires. Donc la Soule, en quelques mots, c'est une vallée. Voilà, donc elle est transfrontalière avec le Pays Basque Sud, l'Espagne. Elle est à l'est du Pays Basque, donc en limitrophe Béarn. Au milieu coule une rivière. Je vais vous dépeindre quelque chose d'un peu bucolique qui s'appelle le Saison. Et cette zone-là, la Soule, cette vallée, représente quand même un quart du Pays Basque en superficie, mais ne représente que 12 000 habitants sur les 330 000 du Pays Basque. Donc une faible densité de population, donc territoire rural par définition. Il y a 36 communes, 36 villages. Mauléon est donc la ville principale avec 2300 habitants, tout mouillé. Et il y a une deuxième centralité qui fait 400 habitants. Voilà. Quelques éléments sur le patrimoine pour vous décrire un peu le contexte. Moi, ce qui m'avait marqué aussi en arrivant en Soule, c'est donc un patrimoine culturel très fort et très présent. Dans la préparation, on parlait de redynamiser. Je pense qu'il n'y a pas du tout de manque de dynamisme sur la Soule de fait de ce patrimoine culturel avec le chant, la danse, mais qui sont vraiment vécus. On n'est pas sur le folklore. Les enfants n'aspirent qu'à une seule chose, c'est participer à ça. Enfin, c'est vraiment ancré. Et avec des événements culturels qui font que les gens se mobilisent par village, au niveau de la Soule, etc. Et c'est par génération aussi. C'est extrêmement présent et remarquable. Il y a un patrimoine naturel, le Saison, la forêt d'Irati, avec une des plus grandes hêtraies d'Europe. Il y a la montagne, il y a la plaine, voilà, et avec donc un patrimoine économique aussi, historique évidemment agricole, le pastoralisme, un historique industriel assez fort en Soule, au 19e et 20e, sur la fabrication de chaussures notamment, l'espadrille, c'est là qu'est née la pâte au gaz, la chaussure qui a amené à la fabrication d'éléments en caoutchouc, donc à nécessité de l'énergie, et du coup ils ont profité du Saison, enfin de ce cours d'eau pour développer la production d'électricité, enfin l'hydroélectricité. Et donc ça reste, en fait, il y a un passé. Alors voilà, Mauléon c'était 10-12 000 habitants à l'époque, c'est plus que 2000. Il y a une grosse crise démographique et économique, mais ça reste dans le patrimoine qu'on peut trouver. Aujourd'hui encore, la partie industrielle, elle est un peu surreprésentée, ça me parlait, mais en pourcentage par rapport à d'autres zones économiques, notamment au Pays Basque, où on est plutôt à 7-8% des emplois, et là on est quand même à 20%. Alors industriel, on s'entend, c'est pas la transformation, et le productif est encore bien vivant, quoi, voilà, en proportion. Et le dernier élément de patrimoine ou de contexte que je voulais vous partager, c'est sur le domaine associatif, en lien avec les deux autres. Il y a une association, alors je ne sais plus depuis combien de temps elle existe, mais depuis un petit moment quand même, ASIA, qui est une association de jeunes pour aider, donc des jeunes qui aident encore plus jeunes à comprendre les emplois qu'il peut y avoir en Soule pour continuer à vivre en Soule, faire la promotion de ce travail, la création d'emplois et les formations. Et la deuxième, c'est l'Audace, qui est un centre d'appui, qui est une association d'acteurs économiques, alors tous sauf les acteurs agricoles qui sont regroupés différemment, donc commerce, services, tourisme, artisanat, etc. Pourquoi je parle des deux? Parce qu'ils ont une animation aussi qui est quand même très dynamique par rapport aux moyens qu'ils ont et sur le territoire. Donc ça, c'est la Soule. Donc la Soule, elle est dans le Pays Basque, on a un petit peu parlé, qui s'est formée en agglomération depuis 2017. Donc il y a une forme d'uniformité qui se met en place sur l'eau, sur 22 politiques. Ça, c'est un contexte important aussi de mutualisation et même d'harmonisation de certaines pratiques. En 2019, on a adopté, alors je dis on parce que chaque commune a un représentant
dans la gouvernance de la communauté d'agglo. Donc il y a 158 communes, donc 158 représentants et chacun une voix, quoi. Que je sois de Mendy avec 200 habitants ou de Bayonne avec 33 000. Et donc c'est la gouvernance aujourd'hui au Pays Basque. Donc on a adopté un plan climat qu'on porte avec des objectifs très ambitieux sur la réduction de l'impact, un peu classique sur les objectifs mondiaux et européens. Et ensuite de l'adaptation, on l'a vu aussi, il y a pas mal d'actions concrètes. Un petit retour pour ça, pour vous dire que cette communauté d'agglo, la CAPB, en la pratiquant, alors elle a plein de défauts, mais elle est quand même à une échelle assez intéressante. Ce qu'on peut faire sur une commune, surtout sur un village, on est extrêmement limité, mais là sur une zone qui représente le Pays Basque, il y a des moyens d'action concrets, d'investissement, juridiques aussi, pour aller un petit peu plus loin que les réglementations ou la loi française et essayer de la faire bouger. Donc ça donne un petit peu de poids sur le logement touristique. Enfin, il y a des choses qui sont faites pour essayer d'aller dans le bon sens, d'améliorer le mieux vivre au Pays Basque. Pour finir sur ce contexte, sur les 4 dernières années, on a travaillé entre élus, alors, dans chaque zone, donc là en Soule aussi, sur le plan local d'urbanisme. Donc c'est un travail obligatoire parce qu'on devait produire notre PLUI, plan local d'urbanisme intercommunal. Et en gros, la question c'est comment gérer pour les 15, 20, 30 prochaines années l'espace, donc le foncier. Donc ça, on a eu beaucoup de travaux, c'est une très bonne animation. On a senti aussi les évolutions où chacun au début, chaque commune tire un petit peu sa couverture et puis ensuite, on part sur une échelle qui est un peu plus commune, un peu plus globale de comment on se partage finalement l'utilisation du foncier entre le logement, l'économique. Et du coup, ça implique d'avoir un projet politique, de dire où est-ce qu'on sera dans 15 ans, où est-ce qu'on souhaite aller dans 15 ans. Et tout ce travail se fait alors avec les élus, mais avec des points réguliers aussi avec la population, d'information et de remontée aussi. Et donc ce travail-là, il a été extrêmement intéressant parce que il y a aussi le ZAN, donc, qui nous a le zéro artificialisation nette. Donc finalement, déjà premier choc de se dire que l'usage du foncier n'était plus une ressource illimitée. Et donc faire le lien avec, on garde les terres pour l'agricole. Alors c'était déjà assez fort au Pays Basque, mais là c'est la loi qui le dit. Finalement, dans ce qu'on va pouvoir urbaniser, enfin je le dis comme ça, mais la loi permet d'urbaniser donc la moitié de ce qui a été urbanisé les 10 dernières années. Donc diminution de la ressource. Et commence le partage sur de l'économique, le logement, enfin ce qui fait la vie, quoi. Voilà, les biens communs, les routes, etc. Et là, les discussions commencent à devenir très très intéressantes. Et donc l'évolution sur les 3-4 dernières années du discours entre élus. Il nous pose la question aussi de comment embarquer tout le monde dans cette vision-là et de comment s'approprier finalement l'avenir par le biais de l'aménagement du territoire. Ça, c'est un travail intéressant. Donc la Soule, je vous l'ai décrite un peu jolie. La réalité, c'est qu'il y a une déprise démographique très forte. On se croit que le Pays Basque est très attractif. Il l'est, beaucoup sur la côte et très peu dans cette zone-là. Alors on va dire tant mieux, c'est peut-être pas mal. Sauf que la déprise démographique, elle est continue et constante et assez forte finalement depuis longtemps. Donc tous les 10 ans, on perd à peu près 800 habitants sur 12 000. Enfin, on perd 800 habitants, donc ça va assez vite. En parallèle, il y a un vieillissement de la population. L'élément qui se voit, on en parlait à midi, pour tout le monde, c'est la fermeture des écoles. Également, on a le problème sur le volet agricole, la perte d'exploitation agricole, etc. Donc en fait, cette démographie, voilà. Si on continue à laisser faire, entre guillemets, s'il n'y a pas de projet pour essayer de rétablir un petit peu les choses, on se freine l'avenir parce qu'on n'aura plus la taille critique pour réagir, pour pouvoir faire des choses. Et donc ça, on s'en est rendu compte, notamment pour le logement, avec des choses complètement contre-intuitives. Si on fait rien, on perd 800 habitants sur les 10 ans, mais il faut quand même construire, mettre sur le marché, entre guillemets, 240 logements, du fait du desserrement des familles, etc. Donc en fait, même en perdant de la population, on a quand même besoin de créer du logement, etc. Donc beaucoup de choses qui se contredisaient aussi pour nous élus et d'essayer d'avancer là-dessus. Et donc il y a aussi une érosion économique, évidemment, en parallèle. Et donc c'est dans ce cadre-là, vous disiez tout à l'heure, voulu embarquer un maximum de personnes pour penser ce bout de territoire et son avenir, et aussi répondre à cet enjeu d'attractivité. Donc il y avait plusieurs éléments, et c'est là que vous avez noué le lien avec le programme de recherche Fractal, dont on va parler tout de suite. Benjamin Thiel, vous êtes donc un des représentants de ce programme, vous êtes ingénieur de recherche à l'APESA, je vous laisse discuter un petit peu aussi entre vous, mais vous avez pris ce territoire aussi comme un peu peut-être un laboratoire. Comment s'est fait la connexion et comment vous avez commencé à travailler avec eux? Oui, en fait, on voulait travailler sur la problématique de la transition écologique en zone rurale, sachant qu'au Pays Basque, dans l'agglomération, la transition, il y a pas mal d'acteurs autour de la transition, mais très étudiés sur la côte, beaucoup moins sur cette zone-là. Et donc, en 2020-2021, on a participé en fait à une réunion à Ordiarp, donc qui est un des villages en Soule, organisé par le Conseil de développement du Pays Basque, qui est le conseil des acteurs socio-économiques, de représentants des acteurs socio-économiques, et donc qui était sur différents enjeux
enjeux qui pouvaient toucher ce territoire soulletain et sur lequel on a commencé à faire des liens avec Jean-Pierre Riart, qui est un maire en Haute-Soule, et sur lequel, même si on avait peut-être des divergences sur certains points, on se retrouvait sur ces enjeux de transition. Et finalement, la connexion s'est fait assez rapidement pour se lancer sur ce sujet-là et prendre la Soule comme terrain d'étude. Et ensuite, dans cette volonté aussi de voir un peu ce qui se passait sur ce territoire-là, j'étais sur la côte, j'étais sur Bayonne à cette époque, et la Soule était encore un peu territoire non exploré pour moi, quoi. On a regardé un peu sur Internet ce qui se passait, et en fait, on avait vu que ce que disait Pierre Michel, une association, donc ASIA, qui était extrêmement active, c'était assez étonnant, avait travaillé sur un guide de l'emploi en Soule pour les jeunes, pour qu'ils restent sur le territoire, avec une certaine forme d'appétence pour la transition. Vous voyez dans le rapport ces enjeux-là. Et donc voilà, ça a un peu lancé cette dynamique-là. Et nous, on avait vraiment cette hypothèse et cette volonté ce point de départ, qui était autour des atouts des territoires ruraux pour la transition écologique, en disant, les territoires ruraux ont cet atout-là, et notamment parce qu'il y a ce lien, un lien peut-être plus fort entre les différents acteurs. Et donc voilà, ça nous paraissait intéressant de travailler là-dessus. Et avec, comme point de départ également, c'est le titre et un des enjeux fractales, c'était de travailler sur la transition écologique, mais avec deux aspects un peu plus concret, qui était le travail et les ressources. Donc c'était un mix projet un peu interdisciplinaire entre les sciences humaines et sociales et puis le côté ingénierie, notamment pour ma part sur les ressources naturelles, pas confondre avec les ressources immatérielles qui peuvent porter à débat. Et donc c'était vraiment ce côté de dire peut-être de parler des ressources, il y a quelque chose de mieux, de plus préhensible pour les acteurs, plus intéressant. Et sachant que quand on revient un peu sur la notion de ressources naturelles, qui est relativement complexe, donc on peut parler de caractéristiques physiques, on peut parler d'un point de vue économique par rapport à la rareté, mais une ressource c'est naturel à partir du moment une ressource naturelle le devient à partir du moment où elle est exploitée par l'homme, elle est appréhendée par l'homme. Donc il y a quelque chose qui est assez intéressant à ça, et que la ressource, en fait, elle est liée vraiment au travail et à la transformation. Donc il y a vraiment des choses qui parlent bien. Et ensuite, d'un point de vue de transition écologique, passer notamment par les ressources, c'était assez intéressant, parce que vu que les ressources se définissent par la technique pour les extraire, ça évolue. Une ressource ne l'était peut-être pas il y a 30 ans et l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de ressources de pré-consommation, mais de post-consommation, en gros les déchets. Et donc c'était intéressant de dire comment des territoires peuvent aussi appréhender leurs déchets. Et donc c'est à travers, et on les considère comme des ressources. Ça fait un peu écho notamment à la laine, à la laine, est-ce que c'est un déchet, un coproduit, etc. Donc voilà, ça fait pas mal l'écho à ça. Et donc voilà, on avait aussi cette volonté, le lien entre les acteurs, et aussi de montrer, ce point de départ, que par le travail et les ressources, finalement, ça peut être un point d'entrée pour parler de transition écologique sur un territoire. Merci beaucoup. On a compris donc la connexion qui s'est faite entre vos deux recherches respectives. Pierre-Michel Etcheverry, comment vous vous êtes appuyé sur ce travail de recherche ? Finalement, c'est pas commun. Comment on le traduit en langage politique, ça, quand on est un élu, et comment on s'appuie dessus ? Alors l'étude, elle est en train de se terminer, donc il n'y a pas encore eu complètement la diffusion du rapport final et ses explications. Donc on est encore en plein dedans. On pressentait des choses, mais ça nous donne une image du réel, parce qu'ils ont quand même fait beaucoup d'enquêtes. Ils ont également animé des animations qui impliquaient la population. Donc finalement, ça fait partie des petites graines aussi qui vont être utiles tout au long de ces transitions. Donc on a eu différents points d'échange, évidemment de travail, mais aussi d'échange avec la population. Donc ça, c'est intéressant. Maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va en faire, surtout, pour continuer à passer à l'action. Dans les élus, tout le monde n'est pas forcément toujours aligné, évidemment. Donc c'est à l'image du reste de la population. Mais quand même, par le dialogue et par les explications et avec le facteur temps, on arrive aussi à avancer sur les points de vue, à améliorer aussi la compréhension des choses et les liens qu'il peut y avoir. En Soule, il y a des débats qui peuvent vite arriver à des conflits, mais sur l'agricole, l'entretien du paysage, le pastoralisme, les écobuages, la gestion de l'eau. Il y a 3 ans, il fallait apporter par citerne de l'eau aux brebis qui étaient dans la montagne parce qu'il n'y avait plus d'eau. Les changements, on les vit véritablement sur un monde agricole et je parle que de celui-là, qui est déjà un peu en difficulté. Donc les changements, ils sont là et pour tout de suite. Donc plutôt que ça vire au conflit, entre guillemets, ou à la tension, comment engager les choses pour qu'on construise la suite, quoi. Et donc là, c'est la grande question. C'est quand même ce travail d'animation, et même élu, on n'est ni formé pour ça, etc. Donc, ça serait l'erreur de se dire on a une solution, parce que c'est aussi ce que les gens attendraient de nous. Non, c'est comment on anime. Et donc là, le travail va continuer. On va essayer des choses, on continue à imaginer d'autres choses. On s'engage aussi sur d'autres programmes maintenant. On va aller s'inspirer avec d'autres vallées qui pourraient, qui n'ont pas exactement les mêmes contextes, mais du côté transfrontalier avec l'Espagne et le Pays Basque Sud. Donc on a différents moyens pour essayer
de partager et d'aborder ce moment-là. Est-ce que ça crée un réflexe d'avoir ce travail de recherche qui est sur votre territoire? Est-ce que ça crée un réflexe de concertation, je ne sais pas comment dire, mais d'embarquer tout le monde, de dire regardez, on a ça en commun, on a ce travail-là, on a ces résultats, on a cette enquête, travaillons autour de ça. Ça fait une base de travail en fait? L'enquête elle-même est déjà une avancée, entre guillemets, parce que par les questions qui sont posées, les réflexions, c'est vraiment autant de petites graines. Ça permet à ceux qui ne sont pas dans ces sujets-là, par la diffusion des informations aussi, de comprendre ce qui est. Voilà, l'enjeu aujourd'hui pour nous, c'est vraiment quel est le bon moyen d'animation qui va permettre pas d'embarquer tout le monde, mais d'embarquer le maximum. Et c'est là-dessus qu'on est. Et que vous co-construisez ce programme sur le terrain. Armelle Gomez, vous aussi, vous pouvez réagir. Donc, vous êtes docteur en sciences de gestion à Sciences Po Bordeaux. On a envie de dire presque et après, qu'est-ce qu'on fait de ce travail commun et qu'est-ce que vous faites de ce matériau de recherche? Oui, je vais être rapide parce que je pense qu'on arrive à la fin de la journée. Je retiendrai juste, j'ai entendu dans un précédent colloque là, de jeunes qui parlaient beaucoup de recherche extractiviste, ce que je trouvais assez intéressant de s'appliquer au monde de la recherche, ce à quoi sont confrontés aussi les élus sur les territoires, c'est-à-dire à savoir pour eux peut-être prendre une décision qui ne va pas être acceptée. Et pour nous, la nécessité, quand on est sur des terrains de recherche, nous on aboutit au bout de 2 ans et demi, on a fait 70 entretiens, on a fait beaucoup d'entretiens informels, on a fait du repérage de terrain. Et là, on est en train de réfléchir à comment on rend ce matériel, notamment peut-être en rendant les entretiens qu'on a fait, en allant revoir les acteurs. Et ben, c'est aussi une façon de renouer, c'est de relancer aussi le lien, de tenter autant que faire se peut. On a essayé d'être dans les canons de la recherche participative, on a fait des conférences, des débats, des interventions théâtrales sur le marché, on a tenté plusieurs choses. On n'a pas la prétention d'avoir rencontré tous les habitants, c'est sûr que non. Mais voilà, on a toujours dans l'idée qu'il faut poursuivre sa présence, en fait, de se faire, de savoir qu'on est sur le territoire au moment où on est en train d'enquêter et de rendre aux gens ce qu'on leur a appris, surtout dans les sciences humaines, à savoir leur parole, quoi. Voilà. Et aussi avec l'idée, comme le disait Pierre-Michel, que le matériau évolue très vite, qu'en fait que les changements ils sont à l'œuvre en permanence en fait, et qu'on les subit rapidement, j'imagine. Oui, c'est une difficulté supplémentaire en fait pour gérer le temps et même pour le temps de l'action. Parce qu'on voit que pour faire une cour d'école, il faut 5 ans. Donc là, on est sur un autre chantier. Et le chrono tourne. Voilà. Des nouveaux impacts, des nouvelles difficultés arrivent, des moyens aussi qui sont différents. On parlait tout à l'heure d'accélération, de ralentissement. Je pense que le ralentissement, il va se faire de lui-même. Et c'est plutôt qu'est-ce qu'on choisit de préserver dans ce qui nous est essentiel. C'est aussi ces débats-là, visiblement, on ne pourra pas tout garder. Donc c'est pas le bon réflexe d'essayer de le faire. Des débats qui ont lieu en permanence, on imagine. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir présenté votre travail commun autour de Fractal. Est-ce qu'il y a des questions, des observations avant qu'on passe à la conclusion, des réactions à ce programme? Mais on sait aussi que les échanges peuvent se poursuivre peut-être plus facilement autour d'un petit verre frais. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus présenter ce bel exemple de co-construction